Guillaume Decoq, Laurent Tillon, Nicolas Viovi, Bastien Castagnérol à venir me rejoindre. Comme ça, on va pouvoir démarrer la prochaine discussion. Laurent Tillon, donc on va refaire connaissance rapidement pour ceux qui n'étaient peut-être pas avec nous tout à l'heure. Vous qui êtes donc chargé de mission biodiversité, animateur du réseau mammifère au sein de l'ONF. Même chose, Laurent, un petit mot juste sur ce que vous faites exactement. Quel est vraiment le sujet sur lequel vous travaillez pour qu'on comprenne bien? Donc moi, bonjour à tous. Donc au sein de l'Office national des forêts, je m'occupe de piloter tout ce qui relève de la biodiversité dans le diagnostic que la mise en œuvre d'opérations de gestion en faveur de l'intégration de la biodiversité vraiment dans la gestion courante et dans la planification. Guillaume Decoq, donc à votre droite, vous êtes professeur des universités, directeur de l'UMR-CNRS Écologie et dynamique des systèmes anthropisés. Qu'est-ce que vous faites exactement autour de la forêt, des arbres? Alors moi j'étudie les écosystèmes forestiers et plus particulièrement la relation qu'il y a entre la biodiversité et le fonctionnement de l'écosystème forestier, ce qu'on a appelé tout à l'heure sa résilience, son état sanitaire également, avec un accent plus particulier quand même sur la composante végétale. Très bien. Nicolas Viovi, à ma droite, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Même chose, Nicolas. Qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, donc moi je suis dans un laboratoire de climatologue et donc moi je m'intéresse à des choses à relativement large échelle et en particulier je m'intéresse plus précisément aux interactions entre la végétation et le climat, donc l'impact du changement climatique sur la végétation. Donc je suis pas uniquement spécialisé, je suis assez généraliste, donc pas uniquement de la forêt, puisqu'on traite un peu tous les écosystèmes, mais évidemment, la forêt en fait partie. Et votre expertise sera précieuse. Et puis enfin, Bastien Castagnérol, vous êtes chercheur à l'unité mixte de recherche biodiversité, gènes et communauté. Même question, Bastien? Oui, et donc ça, on est à Bordeaux, et moi j'étudie, pour le faire rapidement, la santé des arbres et la santé des forêts, avec une question centrale qui est comment la biodiversité, c'est là qu'on va se rejoindre, comment est-ce que la biodiversité contribue notamment à la régulation des populations d'insectes herbivores qui peuvent causer des dégâts sur les arbres, dans les vraies forêts jusque dans les villes. Alors, même question que nos camarades de tout à l'heure. Est-ce que vous avez un arbre totem, Guillaume? Alors j'ai pas vraiment d'arbre totem, mais j'avoue que j'ai un faible. Alors ça, pour des arbres hors forêt, on a parlé des trognes tout à l'heure. J'ai un petit faible pour les arbres taillés en tétard, en particulier les vieux saules ou les vieux charmes taillés en tétard. Tiens, alors ça c'est original. Laurent? Alors moi, vous l'avez peut-être deviné, j'ai un chêne en particulier que j'aime bien, que j'ai appelé Quercus. Alors j'ai fait très simple, Quercus c'est le nom latin qu'on donne à tous les chênes de la famille des chênes. Et du coup j'ai fait très très simple pendant mon adolescence. Voilà, je me suis dit tiens, il faut que je lui trouve un nom, ce sera celui-là. Bon, et alors vous le voyez que tous les combien à peu près? Parce qu'on a compris que vous aviez une relation très intime avec lui. J'essaye de le voir une fois par semaine minimum, mais c'est parfois un peu compliqué. Vous voyez, par exemple, là, ce week-end, je ne vais pas aller le voir. Il est où exactement? Il est en forêt de Rambouillet. D'accord. Il est parmi les 22 000 hectares de la forêt de Rambouillet. Si les gens veulent le localiser, c'est simple. Vous entrez en forêt. Et vous avez 22 000 hectares à votre disposition. Bastien, vous, est-ce que vous avez un arbre fétiche? Un en particulier, non. Enfin, j'ai pas préparé la question, mais c'est ça qui est bien justement. Là, comme ça, je pense à un châtaignier qui est dans le Pays Basque, qui m'avait beaucoup impressionné, dans le sens où il était énorme, il était vieux, il avait des branches très grosses, tellement grosses qu'elles avaient touché le sol, et que de nouvelles branches et de nouveaux arbres poussaient à partir de ces branches qui avaient touché le sol. Et j'avais été vraiment impressionné de cette capacité des arbres à être aussi grands et à repousser d'eux-mêmes. Et vous, enfin, Nicolas? En fait, alors j'ai souvenir aussi comme ça alors pas d'un arbre spécifique, mais d'une forêt, en fait, de châtaigniers dans le Poitou, qui était vraiment extraordinaire, avec des arbres, donc des châtaigniers très très anciens et qui avaient pris des formes extrêmement tordues, et ça faisait vraiment forêt magique, quoi. On va commencer donc en discutant de ces faiblesses des arbres. Alors pareil, la question est très ouverte quand même. Quand on parle de faiblesse, par quel bout on s'y prend et qui veut commencer? Est-ce que Bastien, vous voulez commencer à nous dire quelques mots sur cette question? C'est dur. Ouais, pour essayer de tamiser un peu le sujet. Je pense que la première faiblesse des arbres, finalement, c'est le fait qu'ils sont vivants et que parce qu'ils sont vivants, ils ont des besoins bien spécifiques
et qu'à partir du moment où ces besoins ne sont pas satisfaits, ils rentrent dans un état de stress, et que parce qu'ils sont vivants et parce qu'ils peuvent rentrer dans un état de stress, ils deviennent aussi susceptibles à tout un tas de maladies et de ravageurs qui passent par là et qui peuvent causer des dégâts importants qui peuvent aller jusqu'à la mort de l'individu. Donc peut-être que la faiblesse principale, c'est ça, c'est de devoir, sans pouvoir bouger, lutter en permanence contre des agressions, qu'elles soient abiotiques, liées à l'environnement qui n'est pas vivant, ou biotiques, liées à l'environnement vivant. Parce qu'étant vivant, donc on peut les manger en fait, hein. C'est un peu ça le problème, hein. Tout ce qui est vivant se mange. Voilà. Par quelqu'un ou quelque chose. Laurent Tillon, pour vous. Alors, je vais faire une légère parenthèse. C'est que moi, j'ai appris notamment à mieux connaître mon arbre, notamment suite à un conseil de Francis Allais, qui était de dessiner les arbres. En fait, en dessinant un arbre, on apprend à mieux le connaître. Une autre manière qui m'a été donnée de mieux connaître aussi les arbres et de m'intéresser à chaque arbre en tant que tel, c'était de les grimper, notamment pour aller étudier les chauves-souris. Donc là, petit clin d'œil à Karine. Sachant que j'ai peur du vide, c'était un peu compliqué, mais d'être dans l'arbre, au contact de l'arbre, ça donne plus la capacité de voir justement quelle est la particularité de chaque élément de l'arbre. Et parfois, il y a une branche qui montre effectivement des signes de faiblesse, alors que d'autres parties de l'arbre vont montrer au contraire une forte solidité. Et ce qui est compliqué en fait avec ces arbres, mais ça a été très bien dit, notamment d'ailleurs dans la table ronde précédente, c'est que chaque arbre est à part, est différent et peut présenter des capacités parfois à résister, et dans d'autres cas montrer des signes de faiblesse qui vont laisser des points d'entrée à des organismes qui vont enclencher un processus mettant l'arbre en difficulté. Et il suffit qu'il y ait des éléments extérieurs, et c'est le cas du changement climatique depuis quelques années, avec des fortes températures, des sécheresses prolongées qui facilitent encore plus justement l'introduction d'organismes dans les zones où il y a des petites faiblesses qui ont commencé à s'exposer, pour que l'arbre soit vraiment mis en difficulté. Je crois que vous êtes à peu près tous d'accord sur cette question finalement. Guillaume de Kock, c'est pareil, sur les invasions, sur l'environnement au fond de l'arbre, c'est là qu'on trouve vraiment ces grandes faiblesses. Je dirais que la faiblesse ou la force de l'arbre, moi je vois plus de force que de faiblesse aux arbres. Oui, mais là c'est notre sujet, alors Ouais. il faut quand même qu'on arrive à en discuter. Mais la faiblesse des arbres est en grande partie liée aussi à l'environnement immédiat de l'arbre. Ça a été dit par Francis tout à l'heure. Il a insisté sur l'importance des microbiotes, c'est-à-dire de tous ces micro-organismes qui vivent en symbiose avec l'arbre. Mais c'est aussi le contexte de la forêt, le contexte forestier, le contexte écosystémique. On a du mal toujours... nous, esprit humain, à appréhender la complexité. Mais toute cette complexité, justement, quand on cherche trop à la simplifier, c'est peut-être là qu'on rend un peu plus faibles les arbres. Et c'est ce qui se passe quelquefois avec certaines pratiques sylvicoles, où on affaiblit l'arbre via la simplification de l'écosystème. Donc ça me semble être un des aspects importants, c'est de replacer l'arbre dans son contexte écosystémique, son contexte forestier ou non forestier. C'est-à-dire qu'on ajoute finalement des faiblesses qui n'auraient pas lieu d'être si la main de l'homme n'avait pas justement favorisé tous ces sujets. Nicolas Vieuvi, quelles sont les bonnes stratégies selon vous pour que précisément un arbre puisse résister à long terme de ces différentes faiblesses dont nous parlons là ? Je pense que, là, on l'a déjà un peu abordé, une question fondamentale, c'est vraiment la biodiversité. C'est-à-dire que ce qui est vraiment un élément fondamental, surtout dans un contexte évidemment de changement climatique, donc où les conditions auxquelles les arbres sont soumis changent très rapidement, c'est clair que plus on va avoir de biodiversité, la biodiversité permet de s'adapter beaucoup plus facilement, et donc ça c'est un élément fondamental. Plus on est dans un contexte compliqué et difficile, et plus la biodiversité va aider donc la forêt à pouvoir résister. Guillaume de Kock, toujours sur la perte de biodiversité peut-être, pour rebondir là-dessus. Oui, alors la diversité, elle s'appréhende aussi à différents niveaux, parce qu'on pense tout de suite à la diversité en espèces dans une forêt. On dit qu'il faut mélanger les espèces d'arbres pour que la forêt soit plus résiliente, plus résistante et plus résiliente. Après, ça n'est pas possible partout non plus. On pense aux forêts d'altitude qui sont naturellement finalement monospécifiques, c'est-à-dire composées d'une seule espèce. Mais là, le levier principal, ça va être la diversité génétique.
Moi, je partage complètement ce qu'a dit Francis tout à l'heure, c'est-à-dire que moi aussi, j'y crois que dans une population où on a une grande diversité génétique, il y a probablement déjà les génotypes qui sont adaptés aux conditions de demain, qui sont probablement très subordonnés aujourd'hui, mais qui pourront peut-être devenir les arbres dominants demain. Et puis à côté de ces mécanismes génétiques qu'on connaît maintenant depuis un certain temps, on se rend compte qu'il y a d'autres mécanismes qui sont à l'œuvre. On parle beaucoup, y compris en santé humaine, d'épigénétique, le rôle de l'épigénétique qui peut probablement aider, faciliter peut-être l'adaptation. Qu'est-ce que c'est? Juste en 2 mots, l'épigénétique. En fait, c'est des signaux de l'environnement qui vont modifier l'ADN pour dire éteindre ou allumer l'expression d'un gène. Donc une expression génétique qui n'est plus adaptée vraiment à l'environnement qui est en train de se développer, bah peut-être que certains gènes vont s'éteindre, d'autres vont s'allumer pour permettre à l'organisme dans son entier à être mieux adapté, entre guillemets, je ne suis pas un évolutionniste, mieux adapté à son environnement. Donc effectivement, vous pensez qu'il y a déjà des choses qui se préparent face au changement et à la rapidité des changements en cours, malgré la rapidité des changements en cours? Je veux rester convaincu de ça, oui. Bon, mais il n'y a pas de science encore vraiment solide là-dessus, hein. Alors, il y a énormément de travaux en cours, mais effectivement, ce sont des disciplines récentes, mais il y a encore beaucoup de choses. Et les premiers résultats, il y a encore eu très beaux résultats cette semaine, vont dans ce sens en tout cas. Laurent Tillon, toujours sur la biodiversité, restons-y parce que c'est quand même le sujet aussi sur les faiblesses des arbres, c'est de maintenir au maximum la biodiversité précisément? Oui, c'est probablement l'un des enjeux majeurs sur lequel il va falloir qu'on soit en capacité de travailler collectivement. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec cette idée d'avoir une multitude d'espèces qui jouent leur rôle et qui ont coévolué avec les arbres. Alors certains ont coévolué de manière très très fine et très précise, donc dépendent complètement d'une espèce d'arbre, mais il y en a plein d'autres qui peuvent être un petit peu plus généralistes. Et puis, dans ce cycle de la vie, ce cycle des vivants, il y a certains organismes qui jouent des rôles assez généralistes de régulation, notamment d'insectes ou d'organismes susceptibles d'affaiblir particulièrement les arbres. Donc, l'un des enjeux, ça va être, et c'est déjà d'assurer une gestion forestière permettant de donner toute sa place à ces éléments-là. Et je me permets juste de rebondir sur ce que vient de dire Guillaume. Moi, j'ai des collègues sur le terrain qui justement face à des situations de peuplement forestier qui dépérissent, observent parfois un arbre au milieu d'un peuplement forestier. On l'a sur la calarose, on l'a sur d'autres essences, sur le frêne atteint de calarose et puis sur d'autres essences forestières. Parfois, il y a un arbre au milieu qui résiste et qui est la démonstration probable, même si on ne comprend pas forcément tous les mécanismes, qu'il y a déjà chez les vivants, chez ces arbres, certains d'entre eux qui ont développé des capacités leur permettant de résister face aux phénomènes qui sont en cours. Même si on ne les comprend pas tous, en tout cas, c'est ce qu'on peut observer sur le terrain. Et donc ça devient des objets, au fond, pour la science aussi, d'essayer de comprendre les mécanismes qui leur permettent de résister? Alors exactement, du coup, c'est les collègues qui font ces observations-là, ils les font remonter dans la mesure du possible, et puis ils travaillent au profit de ces arbres-là. Imaginez ces arbres qui sont capables de résister, par exemple, pour les frênes à la calarose dans certains cas, de travailler au profit des graines émises par ces arbres-là. On se dit qu'il est probable que la génération qui suive soit beaucoup plus adaptée pour résister à la présence de la calarose. Donc on a tout intérêt à être très observateur, mais ça veut dire être très très fin et être présent, pas derrière chaque arbre parce que c'est impossible, mais en tout cas d'être très présent dans les forêts pour être à l'affût justement de toutes ces particularités. Donc là, c'est la surveillance, quoi, finalement. Oui, c'est être capable d'avoir une surveillance suffisamment importante pour pouvoir déceler ces phénomènes qui peuvent être évidemment très utiles en enseignement. Que dit le spécialiste du climat, Nicolas Vieuvi, là-dessus? Est-ce que vous pensez que précisément, il y a déjà des organismes qui sont capables de déployer des adaptations face au changement climatique en cours? Ah oui, c'est sûr que bon, ça rejoint ce qu'on disait sur. C'est vrai que quand je parlais de biodiversité, je parlais pas forcément de biodiversité au sens justement fonctionnel, c'est-à-dire que donc même à l'intérieur d'une espèce, il y a évidemment toute une biodiversité qui et donc c'est évident que face au changement climatique, il y a en effet des ressources qui sont déjà là dans nos forêts, des arbres qui ont déjà un certain nombre alors là, du coup de force et pas de faiblesse, mais
et pour pouvoir s'adapter, d'où effectivement la nécessité, comme le disait Laurent, de suivre vraiment ce qui est en train de se passer et de voir comment réagissent les arbres par rapport au changement climatique. Oui. Oui, enfin, c'était juste pour dire, et vis-à-vis parce qu'on parlait de faiblesse, je pense qu'une chose qui est importante chez l'arbre, c'est la notion de temporalité. En fait, c'est que c'est un organisme qui vit sur des dizaines, voire des centaines d'années, et que du coup, c'est justement une des faiblesses des arbres par rapport à des organismes comme les herbacées qui peuvent réagir, qui vont éventuellement annuels ou pluriannuels, mais sur des périodes assez courtes. C'est le temps long. C'est le problème du temps long et de la vitesse du changement climatique, en fait, puisque donc c'est une force évidemment des arbres parce qu'ils sont capables, ils ont des réserves, donc quand il y a un événement extrême, par exemple, ils sont capables de résister à un événement, etc. Et ça leur permet aussi de grandir, etc. Donc de pouvoir être compétitifs par rapport justement aux herbacées, parce qu'ils peuvent pousser en hauteur, prendre la lumière. Ils ont le temps de le faire, mais du coup, la faiblesse, c'est que ça va trop vite. Ça va trop vite, et du coup, là, alors les changements climatiques naturels, comme on a pu en avoir, ça se passe naturellement sur des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et donc là, les arbres ont largement, donc c'est pas un problème pour eux dans ce cas-là, ils ont largement le temps de s'adapter. Mais là, le problème, c'est qu'on est sur un problème d'un changement climatique sur un siècle, alors que c'est moins que la durée de vie d'un arbre. Bastien Castanerol, sur la sécheresse, par exemple, il y a des choses aussi à dire, évidemment. Ces épisodes qui se multiplient, qui peuvent se densifier aussi. Qu'est-ce qu'on observe là, pareil, chez les arbres? Alors, je ne suis peut-être pas forcément la personne la mieux placée pour parler de sécheresse directement, dans le sens où moi, ce que j'étudie spécifiquement, ce n'est pas forcément la réaction de l'arbre à la sécheresse, mais ce sont les conséquences que ça peut avoir sur les organismes qui sont associés à l'arbre. Donc, je vais me permettre de décaler la question. On reste dans le sujet. Ce que l'on constate, c'est qu'un arbre qui est stressé du fait de la sécheresse peut être un arbre qui est plus vulnérable vis-à-vis des populations de ravageurs. Et typiquement pourquoi? Parce que parmi les adaptations des arbres à la sécheresse, il y en a qui concernent le contenu des feuilles avec une modification de la chenille de la feuille, et que cette modification-là peut rendre la feuille moins capable de se défendre ensuite contre une agression par un insecte herbivore. Donc la problématique que l'on a, c'est qu'on a des stress comme la sécheresse qui viennent se surimposer à des stress comme les insectes herbivores, qui pourraient se surimposer à des stress comme les champignons pathogènes, et qu'une des difficultés et un des défis que l'on a en termes de recherche aujourd'hui, c'est de justement considérer l'ensemble de ces stress, non pas séparément avec le spécialiste de cette discipline, le spécialiste de ce stress, mais d'arriver à tous les mettre ensemble et à considérer l'ensemble des facteurs qui peuvent rendre les arbres vulnérables. C'est ce qu'on appelle les risques multiples en interaction. Et ça, c'est un grand défi aujourd'hui pour la recherche. C'est d'arriver à faire travailler ensemble tout le monde autour d'une même thématique, mais en l'éclairant de manière complètement différente. Ouais. Laurent Tillon, sur la sécheresse, pareil, sur le terrain, quand on est comme vous sur le terrain en permanence, les épisodes passés, là, récents, qu'est-ce que vous observez concrètement sur l'état de la forêt? Alors, ce qu'on observe, c'est... alors, il y a toujours eu des périodes un peu délicates, effectivement, avec des sécheresses qui ont parfois pu impacter un petit peu les arbres. Là, c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est la rapidité du phénomène. On a commencé à sentir, à partir des années 2000, qu'il y avait une modification qui était en cours. Notamment, la sécheresse de 2003 était un premier indicateur quand même qui a alerté certains collègues forestiers pour leur dire il se passe quand même quelque chose, sachant qu'ils avaient déjà subi peu de temps auparavant, fin 99, les deux grandes tempêtes qui avaient traversé la France, qui étaient marquantes compte tenu de l'intensité de ces deux phénomènes-là. Et puis après, dans le temps, il a fallu attendre 2017-2018 pour qu'on voit vraiment s'installer des épisodes de sécheresse et de canicule, parce qu'en fait, il y a vraiment le cumul des deux. C'est-à-dire que parfois, il peut y avoir une pénurie d'eau, mais avec de faibles températures. Là, c'est que ça se cumulait en plus avec des températures extrêmes. Il faut savoir qu'on a quand même fait des mesures dans certaines forêts du centre de la France, avec parfois jusqu'à près de 50 degrés en canopée des arbres pendant plusieurs jours d'affilée. Et là, ça commence à devenir difficile pour les arbres de tenir et de résister. Et donc, depuis 2018, eh bien, on commence à voir des phénomènes de basculement avec des dépérissements très très forts dans certains types de forêts.
et en particulier dans les forêts dans lesquelles il y avait une pluviométrie qui était très importante. Alors moi, je travaille beaucoup actuellement, déjà depuis quelques années, dans une forêt du centre de la France, la forêt de Troncé, qui est une très belle forêt de chênes dans le nord de l'Auvergne. Et dans cette forêt-là, jusqu'en 2018, tout se passait relativement bien. On était sur une pluviométrie voisine de 1000 à 1200 mm de pluie par an. Et en 2018, 2019 et 2020, 3 années consécutives, seulement 350 mm de pluie. Mais pour des arbres qui ont eu l'habitude d'avoir jusqu'à 1000 à 1200 mm de pluie par an, c'était dramatique en fait. Et là, si en 2018, ils ont pu tenir pour certains d'entre eux, 2019, on a vu tous les hêtres qui avaient des branches au-delà de 10 mètres, tout ce qui était au-dessus de 10 mètres a crevé. Et puis, c'est pas revenu. Hormis 1 ou 2 hêtres par moment qu'on a réussi à tenir, sinon, en fait, ils ont crevé. Et puis, à partir de 2020, on a des phénomènes de basculement aussi sur les chênes qui commencent à s'accélérer. Et ce type de phénomène-là, du coup, on commence à l'observer dans plein de forêts. Mais quand on fait de la modélisation et qu'on imagine l'avenir avec des températures qui vont encore augmenter, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la forêt, Guillaume de Kock? C'est toujours très difficile de faire des prédictions avec des modèles parce que y a forcément une incertitude grandissante. Plus on veut se projeter loin, il faut voir ça comme une prédiction avec un intervalle de confiance, et forcément l'intervalle de confiance, il augmente au fur et à mesure qu'on veut aller de plus en plus loin. Donc on est assez pris au dépourvu pour non seulement faire des prédictions sur les changements climatiques avec toutes les composantes que ça implique, notamment en termes d'événements extrêmes, et on est encore plus dépourvu pour prédire la réponse du vivant, en particulier des arbres et de la forêt, à ces incertitudes. Après, tout ça dans un contexte où une politique forestière, ça se fait sur des décennies. Hein. Oui. Donc ça veut dire que là... Il faut apprendre à agir en univers incertain. Et moi, j'aime bien dire, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus, et sûrement diversifier les approches dites d'adaptation de la forêt au changement climatique. Mais aussi les faiblesses, c'est un autre aspect que je voudrais soulever, c'est qu'on a une vision assez anthropomorphique des choses. C'est un petit peu comme quand on dit les arbres communiquent entre eux, un tel parle avec un autre. On a une vision quand même très, très anthropomorphique là-dessus. Et la faiblesse, c'est pareil. Un homme qui perd un bras, ça ne repousse pas un arbre qui perd une branche. Il y a d'autres branches, on l'a vu tout à l'heure, sur d'autres communications. Et ce qui est frappant, c'est la vitesse avec laquelle on voit ces arbres dépérir. Donc ça se voit à une échelle de vie humaine. Et forcément, ça marque l'inconscient, et on conscientise rapidement. Donc on voit quelque chose de rapide qui se produit. Et donc on a peur. Si on remet ça dans une dimension historique, ce n'est pas la première fois qu'on a des dépérissements massifs en France. Il y en a eu, on a quand même des chroniques forestières qui remontent très très loin, plusieurs siècles en arrière. Liés à des événements climatiques ou pas? Oui, oui. Le petit âge glaciaire. Avec notamment au XVIIIe siècle, on a des chroniques forestières y compris là dans le secteur de Rouen, où les forestiers rapportent les arbres qui explosent en forêt avec le gel. Ils entendent le bruit des arbres qui explosent, et il y a une mortalité massive. Et quand on regarde ces archives forestières, c'est le travail des historiens, on voit qu'il y a un dépérissement massif. Et à l'époque, on n'était pas aussi interventionniste qu'aujourd'hui. On a finalement plus ou moins laissé faire, et on voit que la forêt s'est reconstituée différemment. Au bout de combien de temps? Très très rapidement, en fait, en moins d'un siècle, on voit les densités d'arbres qui remontent en flèche finalement. Donc à l'échelle humaine, c'est beaucoup, mais à l'échelle d'un arbre, c'est rapide. C'est rapide, oui, tout à fait. Et alors évidemment, on est dans une situation qui n'est pas comparable à celle que je suis en train de décrire, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ce qui peut paraître une faiblesse pour un homme, ce n'est pas forcément une faiblesse pour un arbre. Alors, petite discussion quand même là-dessus, hein. C'est presque polémique comme sujet. Laurent Tillon, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Parce que ça laisse entendre finalement que peu importe l'augmentation des températures, la forêt va bien s'en sortir. Alors, c'est pas tout à fait ce que j'ai entendu chez Guillaume. Moi, je l'ai entendu un peu comme ça. Mais... non, mais pour rebondir sur ce que dit Guillaume, je crois qu'en fait, ce que ça implique, et pour le coup, là, je le rejoins totalement, c'est le fait qu'il faut avoir conscience que la forêt elle va changer de visage.
que, compte tenu de ce qui est en train d'arriver, moi, je ne suis pas très inquiet sur le fait qu'il y ait de la forêt ou pas en 2050. Dans nos paysages, il y en aura toujours. Par contre, la forêt de Troncé dont je vous parlais tout à l'heure, qui héberge des chênes de 40 à 45 mètres de hauteur, il n'y aura pas, dans 30 ou 40 ans, les arbres qui pousseront dans cette forêt, ils ne pourront plus atteindre ces 40 à 45 mètres de hauteur. Ils feront peut-être 15, 20, 25 mètres de hauteur, avec les chênes probablement issus des graines des arbres qui sont en train de les fabriquer en ce moment, et du coup, ces arbres-là qui prendront la suite, ils auront des adaptations face aux conditions changeantes, mais avec des paysages qui vont totalement changer, des paysages forestiers qui vont changer. Et je crois qu'en fait, c'est ça que l'homme, alors c'est ça que j'ai entendu dans ce que tu disais, c'est ça que parfois, nous, les humains, on a du mal à concevoir, même collectivement, c'est quel est le récit qu'on va écrire, qu'on va être capable d'admettre aussi dans les changements qui sont en cours et dans la manière dont nos forêts vont pouvoir s'installer dans ces conditions changeantes. Nicolas Viovi, il y a une question aussi autour de la lumière qui est intéressante, qu'on peut peut-être évoquer, parce que vous me disiez en préparant ce rendez-vous qu'il y a une compétition chez les arbres pour la lumière. Oui, tout à fait. Donc ça rejoint là ce qu'on parlait sur le problème des sécheresses, c'est qu'en fait, les arbres, on parlait de la coopération entre les arbres, mais il y a aussi de la compétition surtout, et donc en particulier de la compétition pour la lumière, qui est évidemment un élément limitant pour les arbres. Et donc l'idée, c'est qu'il faut qu'ils essayent de pousser le plus haut possible. Donc ça rejoint d'ailleurs ce que disait Laurent sur probablement ce qui va se passer avec le changement climatique. C'est que donc les arbres essayent de pousser le plus haut possible pour attraper la lumière. Mais leur limite, par contre, c'est qu'il faut qu'ils soient capables d'aller chercher l'eau depuis le sol et de le remonter jusqu'en haut des feuilles. Et donc, plus ils sont hauts, évidemment, plus il y a une pression hydraulique qui devient importante. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, s'ils sont trop hauts, donc à l'intérieur du xylème, on a des canaux qui transportent l'eau, et on a des phénomènes d'embolie. Donc, c'est-à-dire que l'eau, on a des bulles d'air qui se créent à l'intérieur des canaux, et à partir c'est irréversible. Dans ce cas-là, le canal est perdu. Alors évidemment, les arbres en ont beaucoup. Donc, en temps normal, il y en a toujours un certain nombre qui sont perdus. Mais quand on arrive à un certain seuil de cavitation, donc d'embolie, l'arbre peut plus transférer suffisamment d'eau. Donc, il y a des parties de l'arbre qui vont mourir et éventuellement l'arbre entier qui va mourir. Et en fait, donc, les plantes essaient de trouver cet équilibre entre je veux pousser le plus haut possible et puis je dois monter. Et donc, en fait, ce qu'on a pu observer, il y a des études qui ont montré, c'est qu'en fait, la plupart des arbres se trouvent à la limite dans ces conditions où s'ils poussent un peu plus haut, ils vont avoir un problème. Donc, ils essayent de pousser le plus haut possible dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Et donc là, évidemment, quand on arrive avec des sécheresses qui vont être plus importantes, le risque, c'est qu'effectivement, on dépasse ce seuil et que donc ça crée une mortalité. Et c'est pour ça qu'en effet, si on a des sécheresses plus importantes, on va avoir des arbres qui vont être plus petits, ça c'est clair. Laurent Tillon, vous souhaitez rebondir là-dessus? Je veux y réagir. Non, je suis totalement d'accord avec cette analyse. Et effectivement, c'est vrai que, comme tu le disais, en réalité, c'est vrai que c'est la capacité à aller chercher de l'eau qui va conditionner la croissance de l'arbre. En réalité, l'une des grandes limites pour les arbres dans leur croissance, c'est la capacité à avoir de l'eau. Les arbres qu'on a aujourd'hui, ils sont issus d'une histoire qui leur a permis, notamment au 19e, pour les grands arbres qu'on a aujourd'hui, d'avoir une certaine quantité d'eau. Ils ont poussé en conséquence. Et c'est le fait d'être face à la pénurie depuis quelques années qui induit justement la difficulté d'apporter l'eau, d'apporter du coup tous les éléments minéraux dont les arbres ont besoin pour faire leur photosynthèse, jusqu'au sommet des arbres. Bastien Castagnerol, vous êtes à Bordeaux, c'est ça ce que vous nous disiez tout à l'heure, hein? Vous avez des forêts qui ont abondamment brûlé il y a 2 ans maintenant, des forêts de monoculture. Donc là, il y a un sujet aussi par rapport à la faiblesse des arbres. Alors, est-ce que c'est la faiblesse des arbres ou est-ce que c'est la faiblesse de la forêt en tant que telle? Et c'est vrai que les deux doivent être reliés. Qu'est-ce qui peut être problématique avec la monoculture? C'est ce que Guillaume disait tout à l'heure. Est-ce qu'on veut mettre tous nos œufs dans le même panier? Imaginons une forêt d'1 million d'hectares qui serait plantée avec une seule espèce. Et imaginons que cette espèce, ce soit du pin.
Et imaginons qu'on soit dans le sud-ouest de la France. Tu as beaucoup d'imagination quand même. Et imaginons par exemple que pour des raisons qu'on n'évoquera pas, il y ait un parasite qui arrive en Europe et qui s'attaque spécifiquement au pin. On se rassure, il n'est pas encore, on imagine beaucoup, mais il n'est pas encore arrivé en France, il est juste de l'autre côté des Pyrénées. Qu'est-ce qui va se passer le jour où ce parasite, un ver nématode en l'occurrence, transporté par un insecte, qu'est-ce qui va se passer le jour où il décidera de franchir les Pyrénées? Il va arriver dans une forêt qui, pour lui, constitue un énorme garde-manger et il n'y aura pas grand-chose qui limitera sa propagation. Donc ça, c'est le principal risque de la monoculture, c'est que tous les individus aient la même vulnérabilité et que de proche en proche, ils aient la même vulnérabilité. On parlait de biodiversité tout à l'heure. En fait, c'est quoi le mécanisme qu'il y a derrière la biodiversité et qui expliquerait qu'une forêt diversifiée pourrait être plus résistante vis-à-vis de ces agressions-là? Le premier, c'est la dilution. Si vous n'avez pas que du pin et qu'il y a aussi du chêne et que le parasite dont je parlais n'attaque pas les chênes, il n'attaquera pas les chênes et donc la propagation sur les pins sera diluée. Le deuxième mécanisme, c'est que du fait de la spécialisation que Laurent a évoquée, quand on augmente la diversité des plantes, on augmente aussi la diversité des insectes herbivores qui sont spécialisés sur certaines de ces plantes et on augmente aussi en cascade la diversité des prédateurs qui sont spécialisés sur les herbivores, qui sont spécialisés sur les plantes. De fait, quand on augmente la diversité des plantes, on augmente aussi la capacité du système, en l'occurrence la capacité du système forestier, à héberger ce qu'on appelle les ennemis naturels des herbivores, qui sont là et qui sont en mesure de réguler les populations de ravageurs. L'intérêt que ça représente aussi, c'est qu'ils sont là pour réguler les populations de ravageurs que l'on connaît, qui sont déjà présents dans les forêts. Potentiellement, ils pourraient aussi jouer un rôle important dans la régulation des populations de ravageurs qu'on ne connaît pas encore, qui n'ont pas encore été introduits, mais qui pourraient s'en venir dans nos forêts. Donc l'enjeu de la diversité, qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, il est là, c'est une assurance vis-à-vis de risques qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont à nos portes. Laurent Tillon, à l'échelle de la forêt française, la monoculture, ça représente quoi en termes de surface, de chiffres, en pourcentage, si vous avez... Alors là j'avoue, vous me prenez au dépourvu, je ne les ai plus tout à fait en tête. Bon, en tout cas, est-ce que c'est beaucoup? C'est pas majoritaire et puis en plus c'est en train de changer. Pour vous donner une petite idée, ne serait-ce que dans les forêts publiques, on était à 35-36% de forêts plutôt résineuses, en tout cas à tendance résineuse, et cette tendance-là, elle est en train d'être réduite depuis 20 ans, on est plutôt passé aux alentours de 30%. Parce qu'on a laissé la porte de plus en plus justement à la diversité et notamment aux espèces feuillues qui sont susceptibles d'arriver dans les peuplements résineux. Pour les raisons totalement évoquées par Bastien, en fait. C'est qu'on sait que le fait de laisser la place justement à ces essences qui vont jouer un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l'écosystème forestier, c'est nous apporter une assurance pour l'avenir, justement parce qu'on sait très bien que ces forêts résineuses, dans certains cas, elles pourront être soumises à des risques divers et variés, les incendies notamment tels que vous l'avez évoqué, Mathieu, mais très probablement, en tout cas, ces essences-là, pour l'instant qu'on considère des essences d'accompagnement, vont jouer un rôle pour l'avenir de notre forêt. C'est pourtant pas difficile à comprendre. Non, mais c'est vrai, quand on écoute la démonstration de Bastien, on comprend tout de suite en fait la problématique. Donc on devrait être sage et l'appliquer immédiatement. Or, on voit bien que c'est pas le cas, parce qu'évidemment, il y a des enjeux financiers très forts là-dessous. Il y a des enjeux financiers et puis il y a des cadres cognitifs aussi qui sont très conservateurs. On a, et c'est quelque chose qui est humain aussi. On a appris, par exemple, si je me place du point de vue de la gestion forestière, on a appris des méthodes de gestion, des cadres, des itinéraires techniques. Il faut se mettre aussi à la place d'un forestier à qui on a dit pendant un certain nombre d'années il faut faire comme ça. C'est difficile de lui dire du jour au lendemain il faut faire autrement ou différemment. Et c'est ça peut-être qui est le plus difficile, c'est de faire changer de cadre conceptuel des pratiques, voilà, de l'ingénierie finalement. Parce qu'il y a la recherche scientifique, il y a l'ingénierie, c'est deux choses différentes. Et l'ingénierie forestière, elle a probablement, à l'heure actuelle, besoin de se remettre en question. Ce
que je voulais dire tout à l'heure, c'est pas que je considère que les arbres résisteront quoi qu'il en soit au changement climatique, mais qu'il faut se mettre dans l'idée, comme le disait Laurent, que la forêt sera différente. Et c'est un petit peu une révolution intellectuelle, mine de rien. Également, en ce qui concerne la faiblesse des arbres, moi, encore une fois, je veux le replacer dans un contexte d'écosystème forestier. Et ces écosystèmes forestiers, on peut dire qu'ils sont malades. Si on parlait tout à l'heure de santé des forêts, ils sont malades. Il y a une cause. Il y a aussi des facteurs de risque qui vont plus ou moins amplifier ou au contraire pondérer l'effet du changement climatique. Et puis, il y a des complications, comme toute maladie. On a parlé des scolites. Les scolites, ils ont un rôle naturel, en fait. Ils sont là pour débarrasser la forêt des arbres moribonds. C'est parce qu'il y a beaucoup d'arbres moribonds en même temps, au même moment, qu'il y a des attaques de scolites. Et on voit quelles sont les images qui provoquent l'émotion de voir ces arbres dépérissants. C'est souvent des monocultures d'épicéas, justement, qui étaient en plus ce qu'on appelle hors station, c'est-à-dire souvent en plaine. On a mis un arbre de montagne en monoculture en plaine, et c'est celui-là, c'est justement ces monocultures dont parlait Bastien tout à l'heure, qui sont particulièrement vulnérables aux attaques de ravageurs. Allez, je vous fais réagir tous les trois très vite, et puis ensuite on passe aux questions. Oui, pour compléter en fait cette idée d'avoir une forêt diverse, non seulement c'est vrai pour les insectes, mais c'est aussi vrai pour les événements extrêmes, parce qu'il y a toujours cette notion de propagation. Évidemment, un incendie, il se propage, donc si on n'a que des pins qui brûlent facilement, si au milieu on a des feuillus qui brûlent beaucoup moins, ils vont pouvoir arrêter le feu. Mais même chose pour les tempêtes, en fait. Les tempêtes, on l'a bien vu pour les grandes tempêtes, on a un phénomène de château de cartes, quoi. Donc là aussi, si on a des espèces, par exemple, qui sont plus ancrées et qui sont capables de résister, elles vont éviter au vent de se propager et de raser l'entièreté de la forêt. Bastien ? Oui, alors là, je vais marcher sur des œufs et je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Si on fait un zoom arrière et qu'on regarde l'arbre faible, l'arbre éventuellement moribond ou mourant ou carrément mort, ça devient quoi ? Ça devient du bois mort. Et à l'échelle de la forêt, le bois mort, c'est aussi un habitat en tant que tel. C'est ce que disait Catherine Laine tout à l'heure. Exactement. Et moi j'aime bien, Catherine ne l'a pas présenté comme ça, mais j'aime bien considérer que l'arbre c'est un petit peu un zombie, dans le sens où il est à la fois mort et vivant. Il y a des tissus morts qui hébergent une biodiversité qui est extraordinaire. Et on a aussi un intérêt à avoir cette biodiversité dans les écosystèmes forestiers. Donc la mort d'un arbre en tant que tel, ça peut être un problème en termes de production de bois, ça j'en conviens. Vis-à-vis du fonctionnement de l'écosystème, aussi on a une opportunité parce que derrière, on a des organismes qui sont spécifiquement inféodés au bois mort et que si on n'a pas de bois mort, on perd aussi cette biodiversité. D'où toute la complexité qu'il y a à raisonner la gestion de cette mortalité et la gestion de l'écosystème dépérissant notamment. Laurent, le mot de la fin avant les questions. Le mot de la fin, en fait, c'est juste pour ajouter à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y a l'ingénierie forestière et le forestier lui-même qui est en cours d'évolution et qui doit évoluer pour tenir compte justement des nouveaux enjeux. Mais il y a aussi toute la filière, c'est-à-dire que le forestier, il peut prendre certaines décisions, il peut avoir envie de faire, il peut avoir certaines ambitions. Si toute la filière ne suit pas, ça peut poser un problème. Aujourd'hui, on a vu un développement industriel considérable, même des machines permettant d'exploiter les arbres et qui ont conduit au fait d'avoir des forêts, dans certains cas, qui étaient plantées, bien droites, parce que c'est beaucoup plus facile de les exploiter avec une abatteuse que si c'est un humain qui va les abattre. L'effort n'est pas le même, donc la mécanisation, elle a apporté un bénéfice et aujourd'hui, l'industrie doit s'adapter aux changements qui sont en cours. Allez, avant d'accueillir Francis Allais et Marc-André Sellos, vos questions. Il y en a beaucoup. Donc, questions courtes, s'il vous plaît. Comme ça, on a le temps de questions, mais questions courtes. Comme ça, on a le temps d'en passer plusieurs, parce qu'on est encore un petit peu en retard. Désolé. Oui, je voulais poser la question à Laurent Tillon par rapport à un arbre assez emblématique de Normandie, le Labies alba, le sapin de l'Aigle. Dans quel état se trouve-t-il aujourd'hui ? C'est une question compliquée parce que je le connais pas spécialement, l'arbre dont vous parlez là. À côté de l'Aigle, à Beaufay. Ouais, je le connais pas, donc je pourrais pas répondre à votre question. Tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que
notamment, de toute façon, ces arbres-là, et en particulier les résineux, ils sont particulièrement sensibles effectivement au phénomène de sécheresse et en particulier de fortes températures. Donc, comment il va évoluer, il va falloir être, j'allais dire, très observateur et un peu au petit soin pour essayer de détecter les petits points de faiblesse qu'il pourrait y avoir et après soumettre l'analyse à une arboriste exceptionnelle qui s'est présentée tout à l'heure. Il habite dans la petite Sibérie de Normande, voilà, à Beaufait. Monsieur. Juste un avis pour les 4 intervenants. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les faiblesses des arbres et actuellement dans la manière dont politiquement la volonté de vouloir remettre de l'arbre, c'est-à-dire par la plantation, est-ce que vous ne pensez pas que la plantation peut être actuellement aussi une faiblesse forte pour les arbres? Alors, 1 milliard d'arbres, hein, avait dit Emmanuel Macron. Moi, j'apporte juste un éclairage, c'est que le milliard d'arbres, alors les jets, on avait fait le calcul, hein, ils sèment 4 milliards de glands par an. Ils vont être beaucoup plus efficaces que les plantations. En tout cas, je pense qu'ils le sont. et j'avoue que moi-même, j'expérimente par le fait de semer. Je suis loin d'être l'homme qui plantait des arbres comme l'a décrit Giono, mais j'en sème un petit peu. Et il y a des petites choses qui réussissent par endroits. Après, cela dit, les techniques de plantation, notamment en lien avec un travail très très fin qui est fait notamment par notre service de recherche, avec des plants qui sont mycorhizés. On fait très attention à la manière après de les introduire dans le milieu naturel. On met en place des systèmes d'observation. On ne le fait jamais tout seul. Généralement, il y a tout un tas d'autres espèces aussi qui s'installent autour et avec. En tout cas, ça, c'est une voie qui, malgré tout, est intéressante dans cette voie de la plantation pour, encore une fois, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que ça va être nécessaire, de toute façon, à un moment donné, qu'on laisse sa place à quelques essences qui vont peut-être offrir des opportunités dans le futur. Vous voulez ajouter quelque chose, Bastien? Non. Ok. Monsieur et madame, ou madame, bonjour. Oui, bonjour. En fait, là en France, les forêts sont quand même des forêts de rapport. Et là, sur l'exemple que vous donniez avec cet arbre qui était capable de résister à la maladie, ça sera l'arbre qui restera et qui pourra se développer. Et il sera quand même très tentant d'être celui qui pourra être coupé, puisque c'est le seul qui reste. Et comment, du coup, on pourra faire que cet arbre qui est potentiellement intéressant pour l'avenir ne soit pas celui qui va être coupé parce que c'est le seul qui reste bon et exploitable dans cette forêt. Je ne sais pas à qui est destinée la question. Je ne sais pas. À celui qui veut répondre. Oui, je comprends que ce que vous évoquez, c'est le fait que quand on a une pullulation d'insectes ou une maladie liée à un pathogène, on puisse avoir des survivants, des sortes de Highlanders qui tiennent debout malgré le reste. Ce qu'il faut voir, c'est que cet individu, peut-être qu'un jour il sera coupé, mais entre-temps, il aura produit des graines. Et il aura produit des graines qui auront dispersé autour de lui et qui pourront aussi être récoltées pour être propagées en pépinière. Et puis, la raison pour laquelle cet arbre-là aura survécu dans cette forêt-là n'est pas forcément la même raison qu'un autre arbre de la même espèce dans une autre forêt. Pourquoi ? Parce qu'on l'évoquait tout à l'heure, on a une diversité génétique qui peut être extrêmement importante chez les arbres et qui finalement relève de la même assurance que l'on peut avoir pour la forêt que ce que j'évoquais tout à l'heure pour la diversité spécifique. Donc oui, peut-être que cet arbre sera coupé. Oui, peut-être qu'il va finir par mourir. Mais, encore une fois, la forêt, ça prend du temps. Et un arbre, c'est même s'il peut mourir relativement vite, il ne va pas mourir tout de suite non plus. Et on peut avoir le temps de laisser la forêt se régénérer à partir de ces individus survivants qui produisent des graines. Madame. Oui, je voudrais savoir en fait si on utilise des engrais dans les forêts et si on utilise aussi des pesticides et si oui, si c'est répandu. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je peux vous parler pour la forêt publique, non, et depuis longtemps. Réponse courte. C'est interdit. Oui, non, on le fait plus depuis très longtemps. Mais c'est interdit. Oui. Enfin, oui, pour la forêt publique, pour la forêt publique, l'interdit. Absolument. Pour la forêt privée, ça dépend des situations. Mais là, je ne vais pas m'investir de répondre pour la forêt privée. Bastien ? De manière générale, on n'a pas le droit d'utiliser des pesticides en forêt.
Voilà. Sur la fertilisation, il y a des systèmes forestiers dans lesquels il y a de la fertilisation. Je pense notamment dans cette région du sud-ouest de la France, où effectivement on a de la fertilisation au moment de la plantation. Et une dernière question, Oui. parce qu'il va falloir... Bonsoir, donc à qui voudra bien répondre? Est-ce qu'on a un ratio entre la part de compétition entre les arbres et leur part de coopération, s'il vous plaît? Alors, en fait, ça dépend beaucoup du contexte environnemental. Ça, c'est des choses qui ont été étudiées. C'est-à-dire que deux espèces peuvent tantôt être en compétition, tantôt être en symbiose. En règle générale, tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil au-delà duquel les ressources ne peuvent pas nourrir les deux espèces, là, elles vont avoir tendance à entrer en compétition. Et dans les autres situations, elles sont plutôt en coopération. Voilà. Alors on peut trouver plein d'exceptions. J'essaye de dégager une tendance générale. Allez, Laurent, pour terminer. Ouais, je fais une mini-illustration de ce que Guillaume vient de dire. Vous voyez, je vous parle de mon chêne depuis tout à l'heure. Mon chêne, il a poussé, et très peu de temps après, il y a un hêtre qui était plutôt exposé, enfin qui était au sud de sa position, qui lui aussi a poussé. Et les deux, c'est pas qu'ils s'aiment pas, mais il y en a un qui peut prendre vite la place de l'autre. Mais au final, le chêne, mon chêne Quercus, ça l'a amené à pousser très haut. Le hêtre est à côté, le chêne est dominant. Et puis aujourd'hui, le hêtre qui a peut-être induit une forme de compétition pour le chêne, comme il est plein sud, il fait de l'ombre sur le tronc du chêne, le protégeant un petit peu des effets des forts rayonnements lors des épisodes caniculaires de ces dernières années. Donc c'est un peu une relation de « je t'aime, moi non plus ». Très bien comme histoire. Ça ferait un livre, ça, Laurent Tillon. Je vais y songer. Hein, c'est pas mal, hein? Allez, on vous applaudit. Merci beaucoup.